Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, premier petit bilan du Pumpkin Autumn Challenge. À la base, je voulais faire, attendre la fin du challenge et faire une vidéo quand le challenge serait terminé avec toutes mes lectures dedans. Et puis finalement, je me suis dit que ça ferait très long avant qu'il y ait cette vidéo, et puis en même temps, juste après, je lance le Cold Winter Challenge, donc ça allait faire un peu beaucoup. Donc j'ai décidé de séparer un peu. Et puis comme de toute façon, je reviens pas sur toutes mes lectures du challenge, voilà, comme je fais un petit peu pour les bilans actuellement, je pioche un peu dans ceux que j'ai envie de présenter, et puis des fois j'ai pas envie de tout présenter, parce que honnêtement il y a des livres, je sais pas trop quoi dire dessus, voilà, donc c'est comme ça qu'on va faire. Je vais parler, je pense quand même d'une bonne partie de ce que j'ai lu, parce que j'ai un petit peu des trucs à dire sur tous, plus ou moins. Et je commence par Le cycle du Graal de Jean-Marc Allais, le premier tome. Alors aujourd'hui on trouve ça en intégrale, je sais que ça existe en intégrale, je ne sais plus l'édition exactement, mais je vous la mets par là. Donc si ça vous intéresse, bon par contre c'est un énorme pavé avec tous les tomes dedans. Moi j'ai encore les tomes indépendants, on va dire, de chez France Loisirs, je crois que mes parents ont eu. Et dès que je parle de légende arthurienne, je sais qu'on me pose la question en commentaire, est-ce qu'un jour tu peux pas nous faire une vidéo avec toutes les versions que tu as lues qui parlent de la légende du roi Arthur, des chevaliers de la table ronde, etc. Et tu nous en fais une vidéo. Et jusqu'à présent, je me sentais pas du tout à l'aise avec ça, je me sentais pas légitime, on va dire, de le faire. Et là, oui. Là, je me dis, allez, là maintenant, c'est vrai que j'en ai lu quand même beaucoup. J'ai mon avis assez tranché sur chacun des bouquins que j'ai pu lire qui parlent de ça. Donc, sachez, mesdames et messieurs, que oui, il y aura une vidéo spécialement dédiée aux livres de légende arthurienne que j'ai pu lire. Pour la version de Jean-Marc Allais, donc je vais pas m'étaler sur toute la série, parce que j'ai lu que le premier tome qui se nomme La naissance du roi Arthur. J'ai beaucoup aimé cette version, vraiment, je m'attendais pas à grand chose, j'ai très souvent été déçue par les écritures autour de la légende arthurienne, et là j'ai passé un très bon moment. Je trouve que l'auteur arrive très justement à mélanger certains aspects de la légende, certains faits historiques et certains faits un peu romancés. Le tout se marie plutôt très bien, c'est très accessible, on me demande souvent par rapport au vocabulaire, etc. C'est une version avec un vocabulaire moderne d'une histoire qui n'est pas moderne du tout. Et c'est vraiment le mélange, je trouve, qui est idéal, parce que on prend plaisir en fait à suivre ces aventures et on n'est pas dérangé par le vocabulaire parce qu'on n'arrive pas à suivre à cause de ce dernier en fait, justement. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce premier volume, c'est toute la naissance, finalement pas du roi Arthur, mais de la Grande-Bretagne, telle qu'on la connaît, en tout cas durant les légendes arthuriennes. Donc il y a tout cet aspect avec des géants, avec des incubes, avec la naissance de Merlin aussi. C'est tout un pan de l'histoire de l'Angleterre que je ne connaissais pas. J'ai pas une grande connaissance de l'histoire de l'Angleterre, mais ce mélange entre légende, histoire, roman, je trouvais ça vraiment super en fait. Le petit malus, on va dire, de l'histoire, c'est que le roman s'appelle La naissance du roi Arthur, et concrètement, on découvre Arthur durant les 30 dernières pages. Donc Arthur arrive vraiment tout à la fin, et avant ça, on a tous les rois qui sont passés avant lui. On a plein de personnalités qu'on ne connaît pas forcément, et des fois les noms sont assez difficiles à retenir. Mais dans sa globalité, j'ai beaucoup aimé ce premier tome, il met vraiment l'histoire d'Arthur en place, et je me réjouis du coup de poursuivre, parce que j'ai les 2 tomes suivants déjà en ma possession, et c'est sûr que je vais les lire. Je vous en avais pas mal parlé sur Instagram au moment de ma lecture, j'ai lu Une année à la campagne de Sue Hubel aux éditions Folio. C'est une femme qui a vécu une bonne partie de sa vie, du moment que son fils était grand, qui est parti vivre à la campagne avec son mari. À la base, ils devaient vivre tous les deux en tant qu'apiculteurs, vendre leur miel et vivre dans leur petite maison à la campagne. Sauf que quelques années après s'être établis à la campagne, le couple va se séparer, en assez bons termes quand même, il me semble, et Sue va vivre seule à la campagne et va s'occuper de ses abeilles toute seule. Et quand on parle des abeilles, il n'y a pas que ça, il y a tout ce qui entoure en fait une maison de campagne. Il y a les poules, il y a le poulailler, il y a les coyotes dehors qui veulent des fois venir manger tes poules, il y a les invasions d'araignées, il y a les serpents qui vivent dans toute la forêt et autour de toi, il y a l'exercice d'aller chercher ton bois toute seule, de débiter ton bois toute seule, et à la base, Sue Hubel est biologiste. Du coup, elle a plein d'anecdotes sur tellement de choses, tellement de petites infos en fait que tu soupçonnes même pas quand t'es pas dans le domaine. Elle te vulgarise ça d'une façon à t'apprendre des choses sur les parasites d'oreilles de papillons de nuit. J'ai été
sidérée par cette anecdote par exemple. Je trouve la nature tellement bien faite, tout est pensé, chaque espèce est logique dans sa façon de fonctionner, à part l'être humain. Et tout coule de source en fait, tout se suit, c'est la chaîne alimentaire, la chaîne de la nature. C'est un cercle qui est super vertueux en fait. Et j'ai trouvé ça génial comme elle arrive à nous raconter ça sur une année, d'un printemps à un autre. C'était hyper intéressant. Je pense pas que c'est forcément le livre qui se dévore d'une traite, parce qu'il n'y a rien de... Au niveau du rythme, c'est comme un journal de bord un peu quoi en fait, et chaque chapitre présente une petite particularité de la nature. Donc on pourrait très bien lire ça en mode un chapitre par jour ou un chapitre par semaine, sans forcément avoir besoin de suivre un réel fil conducteur. On suit le fil de l'année, le fil des saisons, mais chaque histoire a un début et une fin en fait. C'était vraiment super intéressant. J'ai passé un très bon moment et j'ai appris plein de trucs. Alors après, on rentre sur mon podium et mon bas de classement. J'ai vraiment lu, limite à la suite, un super bouquin que je pensais bien que j'allais aimer, mais comme il avait eu beaucoup de très bons retours, j'avais un peu peur. C'est The Wicked Deep de Shea Ernshaw aux éditions Rajo. Donc je l'avais reçu à l'époque, j'avais été super contente, merci les éditions Rajo. Comme d'hab, j'ai attendu 150 ans. Non, ça va, il est sorti en début d'année, je le lis en octobre, j'ai fait pire. Mais bon, j'ai attendu que tout le monde l'ait lu pour le lire, quoi, en quelque sorte, c'est un peu toujours la même chose. C'est l'histoire des Swan Sisters, donc les 3 sœurs Swan, qui sont techniquement vues, en tout cas par la ville où elles sont arrivées, comme des sorcières. Et après quelques temps dans cette ville, et plusieurs incidents étranges, elles se font juger en tant que sorcières et vont être condamnées, on attache des pierres à leurs pieds et on les jette dans l'océan. Trop bien! Welcome chez nous quoi. Super, ça fera une super carte postale. Sauf que oui, en effet, ça va faire une super carte postale parce que 200 ans plus tard, la ville est méga touristique grâce aux Swan Sisters. Une malédiction étrange pèse sur la ville depuis 200 ans, du 1er juin jusqu'au solstice d'été. Des gens se noient, et on raconte que les 3 sœurs se réincarnent durant cette période dans 3 jeunes femmes de leur âge au moment où elles sont mortes pour se venger et donc noyer des hommes. Là aussi, grosse ambiance, hein. Tout ce qui tourne autour de cette malédiction a commencé à se savoir et en fait la ville est devenue super touristique grâce à ça. Les gens viennent directement dans cette ville justement pour voir si ils reconnaîtraient pas une Swan Sisters. Et finalement, toute la ville fait son fonds de commerce un peu grâce à ça. On va rencontrer Penny qui vit sur une toute petite île, vraiment à quelques kilomètres de la côte, avec sa mère. Son père a disparu il y a 3 ans, et elle sent un peu que la malédiction, c'est pas juste un effet touriste. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans cette ville, et elle est tellement protectrice envers sa mère qui a un petit peu perdu la boule, que du coup elle s'imagine pas partir. Elle va rencontrer un jeune homme qui arrive dans cette ville par hasard, c'est un touriste et elle va un peu le prendre sous son aile parce que elle a pas trop envie qu'il se fasse noyer. Déjà je trouvais l'histoire intéressante du point de vue de la construction et du sujet, du fil rouge, etc. Je trouvais ça assez novateur. Dans le rayon young adulte, dans la thématique des sorcières, je suis très pénible avec les livres de sorcières, je le dis à chaque fois. Et là, bah voilà, forcément, j'avais un peu peur. Je me disais, est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va être comme j'ai envie de lire un livre sur les sorcières? Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est, encore une fois, une sorcellerie que j'aime. C'est quelque chose de très discret. Et on se demande pendant toute la durée du bouquin si ces Swan Sisters étaient vraiment des sorcières ou si c'était juste des femmes un peu avant-gardistes qui, malheureusement, étaient très belles et arrivaient à séduire des hommes. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect un peu plus réaliste de l'histoire. Il y a quand même un côté très fantastique que j'ai trouvé très justement apporté. Après, clairement, quand on connaît un petit peu ce genre de littérature, dans ce public-là, on a 2-3 trucs qu'on voit venir. Il y avait un des sujets principaux, je l'ai vu venir, et le second, je l'avais là, quoi, je le sentais, et quand il est arrivé, j'ai quand même été surprise, parce que je me suis quand même fait avoir, à quelque part, mais plus on s'approchait de la révélation, et plus je me disais... Ouais, je te parie que c'est ça. Et c'était ça. Mais c'était ça, et j'étais contente en fait que ce soit ça, parce que je trouvais que c'était assez intelligent, c'était assez amené de façon logique. Tout se découpe en fait d'une façon assez plausible, quoi, en fait, finalement. Si cette malédiction existait vraiment, elle aurait pu tenir la route comme ça, en fait. Je trouvais ça pas mal du tout.
Je pense que si on pinaille un tout petit peu, il y avait 2-3 trucs. Ouais, bon, ça aurait été peut-être un peu mieux amené autrement. Mais bon, vraiment, j'avais pas envie de pinailler parce que j'avais envie de marcher, en fait, pour cette lecture. J'avais envie de l'apprécier et je suis contente qu'elle ait fonctionné sur moi, en fait. J'ai passé un bon moment. Ma grosse déception pour l'instant du challenge, c'est Sirius de Stéphane Servan. Stéphane Servan, je vous l'avais déjà présenté grâce au Cœur des Louves, c'était le titre. Ça avait été un de mes plus beaux coups de cœur chez Rouergue. Foncez sur ce livre si vous en avez l'occasion. Ensuite, j'avais lu un autre livre de cet auteur et j'avais été complètement déçue. Je ne me suis pas laissée abattre, je me suis dit que Sirius arriverait à remonter la pente, et ben malheureusement pas du tout. Là encore, je suis malheureusement pas rentrée en fait dans cette histoire post-apocalyptique où on rencontre Avril, une jeune adolescente qui prend soin de Kid, un petit garçon qui a 4-5 ans, on va dire 5-6 ans dans l'histoire, et ils vivent dans un arbre. On sent qu'autour il n'y a plus rien, c'est un gros virus a un peu décimé tout et tout le monde, a rendu tout en fait stérile, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, que ce soit les hommes. Et un jour, ils sont obligés de quitter leur arbre pour se rendre à la montagne. C'est le signal qu'ils attendent depuis des années. Il est enfin là et ils vont se mettre en marche. Bien sûr, ils sont pas tout seuls, ils sont poursuivis par quelqu'un, ils vont faire des rencontres. Et il y a un truc un petit peu magique qui se met en place, quelque chose un peu surnaturel, on va dire, entre Kid et les 2-3 autres personnages qu'ils vont rencontrer. Donc c'était intéressant, je pense honnêtement que le fil rouge était pas mal, je pense que l'idée de base était pas mal. Il y a eu un truc dans l'écriture qui n'a pas pris. Voilà, j'attendais un peu que ça se passe, quoi. J'attendais que ça... Je sais pas, que ça explose, que ça devienne waouh, insoutenable et tout. Et même si j'aime les livres des fois un peu plus plan-plan, où tu suis pas forcément une intrigue de taré qui te fait passer par tous les sentiments possibles et imaginables, là, il me manquait quelque chose en fait. Il me manquait un intérêt envers à peu près tout ce qui se passe dans l'histoire. Et du coup, je lisais pour savoir comment ça se terminait en fait. Je voulais savoir déjà comment c'était arrivé. T'as la réponse, mais oui et non. Et je voulais surtout savoir comment ça se terminait. Est-ce que, je sais pas, est-ce que le monde explose? Est-ce que, enfin voilà. Et là, encore une fois, à la fin, elle est... Déjà que le soufflet n'avait pas bien monté de base. En plus, quand t'ouvres la porte du four, il est retombé, mais alors, voilà. Donc, ouais, bon. Voilà. Et pourtant, alors, le Cœur des Louves, là, oui, alors. Voilà pour ce petit premier bilan de mes lectures autour du challenge. Alors, clairement, je m'étais mis 22 livres. Je pense que je ne vais pas y arriver, mais c'est pas grave. Le but, c'est jamais que j'y arrive, en fait. Le but, c'est juste que j'aime sélectionner des livres qui vont dans cette saison. Le challenge aide un peu à faire son choix, mais autrement, en fait, je me rends compte que j'adore remplir à l'excès ma pile à lire, en mode, de toute façon, j'y arriverai pas, mais j'adore garder des livres pour l'année prochaine, ça ne me pose aucun problème. Et là, c'est exactement ce qui va se repasser. Bref, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures, et je vous dis à une toute prochaine.